Professeur Hamid Afra, bonjour. Bonjour madame. Alors la commission d'indemnisation des victimes des incendies installée sur instruction du président de la République qui a ordonné l'indemnisation de toutes les victimes. L'opération de recensement et d'expertise a commencé sur le terrain. Comment va s'opérer cette opération et ce travail de recensement et d'indemnisation, professeur Afra? Merci madame. Merci pour cette invitation. D'abord, permettez-moi de m'incliner à la mémoire des victimes et des disparus de cet événement d'incendie de forêt et de présenter toutes mes condoléances à leurs familles. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamahum bi rahmatihi wa yulhim adawihim insha'Allah bi as-sabri wa silwan. Donc, pour revenir à votre question, donc effectivement, la commission intersectorielle d'indemnisation des sinistrés de feux de forêt a été installée hier par Monsieur le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement territoire, sur instruction de Monsieur le Président de la République, donc qui a ordonné effectivement la prise en charge des sinistrés à travers l'indemnisation de tous les dégâts occasionnés par ces feux de forêt. Et bien sûr, donc cette action s'inscrit dans la démarche et dans la politique nationale de l'État qui concerne bien sûr la prise en charge sociale des citoyens en cas de catastrophe et en cas de crise. Alors les indemnisations seront en nature équivalent au volume des pertes, professeur Afra? Oui, donc quels sont les dégâts occasionnés? Donc les commissions locales sont à pied d'œuvre depuis déjà 2 jours. Les dégâts occasionnés, donc les premières statistiques font ressortir que nous avons du cheptel touché, donc les bovins, les ovins, les caprins et autres cheptels, espèces de cheptels. Nous avons la volaille aussi qui est touchée au niveau de ces wilayas. Nous avons beaucoup de produits agricoles, donc notamment tout ce qui est fruitiers, et tout autre produit agricole tel que les céréales et autres. Nous avons aussi les premières statistiques font ressortir que nous avons aussi quelques habitations, donc des habitations touchées à différents niveaux de dommages, et nous avons aussi du petit matériel et équipement agricole et tout ce qui est tuyauterie et réseau d'irrigation des parcelles agricoles. Donc concrètement, comment ça va se réaliser? Donc le recensement et l'inventaire des dégâts ainsi que l'expertise des constructions a commencé par les commissions locales. Donc une fois ces commissions ont terminé leur travail au niveau de chaque site, ces dossiers sont transmis à la commission intersectorielle qui a été installée hier pour justement les examiner, les étudier, donc conformément à la réglementation et pour décider de l'indemnisation et des niveaux aussi des dommages de l'indemnisation pour ce qui est des habitations. Je rappelle que l'indemnisation, elle se fait en nature pour tout ce qui est produits agricoles ou cheptel ou autres, cellules d'abeilles ou autres. Mais pour ce qui est des habitations, donc c'est des aides à la réhabilitation qui seront octroyés aux sinistrés selon, bien sûr, le niveau de dommage qui a été enregistré. Alors, par rapport à cette question de dommage, vous avez déjà les premières estimations des pertes, puisque vous avez dit le recensement bien sûr, des pertes a commencé il y a pratiquement 72 heures sur le terrain. Professeur Afra. Oui, pour ce qui est, comme je l'ai dit, pour ce qui est des produits agricoles ou du cheptel, le recensement a déjà commencé, mais nous n'avons pas encore de chiffres officiels, mais nous avons un peu écho de la nature la typologie de ces dégâts-là. Maintenant, pour ce qui est des superficies incendiées, nous avons le chiffre, il est autour de 2000 hectares.
2000 hectares incendiés durant ces feux de forêt pendant ces 3 jours. À travers, bien sûr, les 25 wilayas qui ont été touchés. Qui ont été touchés, oui. C'est-à-dire par rapport, si on regarde la superficie, 2000 hectares, c'est pas beaucoup comme superficie. Comparativement, par exemple, à ce qui s'est produit en 2021, on avait pratiquement, durant toute la saison, 100 000 hectares. Et durant la saison, durant le mois d'août, on était proche de 40 000 hectares. Mais malheureusement, c'est les victimes qui ont fait de ces événements-là, donc des événements catastrophiques et bien sûr très terribles. Et bien sûr, en raison de la proximité des feux, des lieux d'habitation. Alors, les indemnisations ou réparations vont se faire dans les plus brefs délais, une fois l'opération de recensement et bien sûr d'évaluation des pertes totalement finie, achevée. Vous pensez que ça se fera d'ici le début de la semaine prochaine ou courant la semaine prochaine, professeur Afra? Oui, hier, donc lors de l'installation de la commission, après les débats et les instructions reçues, donc nous avons fixé la date du 3 août comme dernier délai pour les walis pour la transmission des dossiers. Donc là, à partir de cette tribune, je rappelle à mesdames et messieurs les walis concernés que le dernier délai de transmission et d'envoi des dossiers est fixé au 3 août. C'est-à-dire d'ici une semaine exactement, jour pour jour, à savoir jeudi prochain. Oui, pour la commission nationale, pour la commission intersectorielle, donc les délais sont fixés au 10 août. Pour achever totalement son travail. Le travail, oui. Justement, c'est une commission qui englobe plusieurs secteurs à la fois, tout azimut, pour pouvoir assurer cette indemnisation et cette réparation pour les familles victimes de ces incendies. Oui, elle est constituée de représentants de 10 secteurs, donc présidés par le secteur de l'intérieur. Et la même composition, pratiquement, est reproduite au niveau local. C'est-à-dire les représentants des mêmes secteurs siègent dans les commissions au niveau des wilayas. Donc c'est ça la composition de la commission. Bien sûr, la commission, dans son règlement intérieur, peut faire appel à toute personne susceptible, pour sa compétence, de l'éclairer sur un aspect donné des dossiers. Alors, on a vu qu'à chaque catastrophe que traverse notre pays, bien sûr des catastrophes naturelles, l'État intervient pour l'indemnisation et la réparation des dégâts. Est-ce que la population aussi aujourd'hui doit cultiver l'esprit de l'assurance, contracter l'assurance contre les catastrophes naturelles, puisqu'elle existe et nous savons qu'il y a très peu d'adhésions qui n'excèdent pas les 10%. Est-ce que maintenant il va falloir changer de mentalité en sachant que bien sûr nous sommes un pays vulnérable et exposé aujourd'hui aux risques majeurs? Est-ce qu'il faudrait changer d'approche par rapport à cette culture de l'assurance, professeur Afra? Oui, tout à fait. Vous savez, je me permets de dire que le terme indemnisation est inapproprié dans cette situation-là. C'est réparation. C'est aide, c'est plutôt aide de l'État parce que ça fait partie de la culture de l'État algérien d'aider les citoyens. Mais quand on parle d'indemnisation, ça suppose qu'il y ait un contrat ou un marché ou une sorte d'assurance. Une sorte d'assurance. Qui n'est pas contractée. Et même dans la loi que nous avons révisée, donc on parle de l'aide de l'État. L'État peut accorder des aides, selon certaines conditions. Mais on ne peut pas indéfiniment continuer, l'État ne peut pas indéfiniment continuer à réparer les dégâts alors qu'il s'agit, même dans le projet de loi nous l'avons prévu, il s'agit d'un transfert de risque. Le transfert de risque doit s'opérer donc du trésor public vers les compagnies d'assurance. Et d'ailleurs, l'ordonnance régissant le dispositif d'assurance CatNat est en train d'être révisée pour justement le rendre plus attractif et moins contraignant. Et permettre justement aux citoyens d'adhérer à ce dispositif-là et leur permettre aussi, là on peut parler d'indemnisation réelle parce qu'elle est contractuelle par rapport à un contrat d'assurance. Et nous devons donc justement faire ce transfert de risque
du trésor public vers les compagnies d'assurance, comme le font tous les pays dans le monde. Vous savez, par exemple, à titre d'exemple, les deux derniers séismes survenus en Turquie, les compagnies d'assurance ont mis sur la table 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars, de quoi reconstruire pratiquement toutes les zones sinistrées. Les 50 milliards de dollars étaient justement étaient reçus de la souscription des citoyens à ce système d'assurance CatNat. L'assurance est basée sur le système de solidarité. C'est ça la solidarité, donc au niveau assurantiel. Donc nous devons maintenant faire ce transfert. Le citoyen doit avoir cette culture d'assurance CatNat qui, vous savez, dans le système actuel, ne coûte pas plus de 4000 dinars pour un logement. Mais qu'est-ce qui justifie justement cette réticence à la contractualisation de cette assurance contre les catastrophes naturelles qui est quasiment obligatoire depuis 2004 déjà, après le séisme de Boumerdès et d'Alger, et bien sûr les inondations de Bab el-Oued par rapport à la loi de 2004, et qui a été reconduite comme aussi un acte obligatoire pour la protection des biens et des personnes. Professeur Afra, qu'est-ce qui justifie un peu cette réticence? C'est la méconnaissance de l'existence de cette assurance, ou alors les assureurs, les compagnies d'assurance, il faut dire les choses comme elles sont, ne font pas ce qu'il doit être fait en direction des citoyens pour qu'ils contractent cette assurance? Il y a oui, il y a beaucoup de raisons à mon sens. Parce qu'on n'a pas idée de ne pas assurer sa habitation. Oui. D'abord, il y a un manque de communication et il y a un manque de culture d'assurance. Il y a aussi la méconnaissance de ce système-là. On mélange les choses du côté religieux pour dire qu'il y a certains citoyens qui disent oui, de toutes les façons, l'assurance, il ne voit pas le... Pourtant, ils contractent l'assurance automobile. L'assurance automobile parce que justement... pour les dommages. Oui, parce que l'assurance automobile, si vous êtes arrêté dans un barrage et vous n'êtes pas assuré, vous n'avez pas assuré votre automobile, c'est une infraction pénale. Et là, le citoyen, il comprend bien les choses. Mais même la CatNat, elle est obligatoire. Elle est obligatoire de par la loi, mais il n'y a jusqu'à maintenant aucun dispositif de contrôle ou de répression par rapport à la non-adhésion à ce système d'assurance. Mais est-ce que vous l'envisagez aujourd'hui par rapport à la nouvelle loi qui a été amendée et dans les assises se sont tenues récemment? Tout à fait, mais il n'y a pas que ça. Le système actuel d'assurance, il est contraignant et il n'est pas attractif. On a dit pourquoi il n'est pas attractif. Maintenant, il est contraignant. Pourquoi? Parce qu'il ne permet pas, le système actuel ne permet pas une indemnisation immédiate des sinistrés. Vous savez que, madame, lorsqu'il y a, par exemple, un séisme ou une inondation qui se produit, et vous avez donc un citoyen qui a contracté cette assurance, pour qu'il soit indemnisé, il faut déclarer la zone sinistrée. Et là, le citoyen n'a aucune relation avec cette déclaration. C'est les autorités qui déclarent ou non la zone sinistrée selon les cas. Donc le citoyen qui n'est pas averti contracte son assurance, mais au moment de l'indemnisation, on va lui dire, monsieur, il faut déclarer la zone sinistrée, qui ne relève pas du citoyen, ça relève des autorités publiques, selon le cas, déclarer ou ne pas déclarer. Donc c'est une contradiction entre l'application et la faisabilité. La faisabilité. Donc vous savez qu'actuellement ce dispositif est en train d'être révisé. Donc ce que nous avons proposé, c'est de dissocier complètement la déclaration de zone sinistrée qui relève des autorités de l'État, qui est un fait des pouvoirs publics, et l'indemnisation qui est un fait de l'assurance et du citoyen. Un citoyen qui a contracté une assurance CatNat doit se faire indemniser selon des procédures et des dispositifs. Nous avons même proposé un système paramétré. Paramétré, c'est-à-dire qui ne demande pas de dispositif particulier. Donc il suffit d'avoir l'identification, la connaissance de l'événement pour pouvoir
indemnisés automatiquement selon un dispositif paramétré. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook, invité de la rédaction, professeur Hamid Afra. Merci, restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Monsieur Hamid Afra, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, avant d'aborder la question des risques majeurs, les feux en font partie, je voudrais revenir sur un aspect que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez dit que l'État va réparer tous les dommages occasionnés par ces incendies de forêt, même si la population ne contracte pas aujourd'hui la CatNat, l'assurance contre les catastrophes naturelles. Pour la question de les réparations et indemnisations, en plus de la réhabilitation des habitations et la réparation et l'indemnisation en nature par rapport aux pertes, il y aura aussi une indemnisation du mobilier perdu, parce que nous avons vu que malheureusement certaines maisons ont été totalement ravagées par les feux. Oui, tout à fait. Donc, l'indemnisation du mobilier de maison donc, est pris en charge dans ce dispositif-là. De toutes les façons, les walis concernés sont saisis avec des canevas préétablis. Donc, il y a lieu de renseigner selon la nature des dégâts. Donc, comme je l'ai dit, donc en plus des dégâts relatifs aux produits agricoles, relatifs au cheptel, relatifs au matériel, les petits équipements agricoles, il y a aussi ce mobilier de maison qui peut être donc indemnisé. Donc tout ce qui est appareil électroménager, TV, EFI et tout ce qui est literie, sera pris en charge aussi. Bien sûr, les agents recenseurs sont également informés puisqu'ils ont un formulaire à remplir. Alors, je voudrais revenir un peu avec vous, puisque vous êtes monsieur risque majeur au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Nous savons qu'aujourd'hui, les feux dans leur totalité sont maîtrisés. Toutefois, la vigilance reste de mise puisque nous sommes qu'au début de l'été. Nous ne sommes pas à l'abri d'une autre catastrophe similaire qui pourrait se produire. C'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant et maintenir le dispositif de surveillance de nos massifs forestiers au même niveau. Oui, tout à fait. Le dispositif, il a été donc enclenché à partir du 1er juin, le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt, selon des plans de prévention bien établis pour chaque wilaya. Donc à partir du déclenchement de ces plans de prévention, le plan Orsec aussi peut être déclenché à chaque occasion, le plan d'organisation des secours. Il a été enclenché pour ces incendies, tout à fait. Le plan Orsec. Oui, le plan de prévention, il est déclenché depuis le 1er juin. Mais à l'occasion d'événements qui atteignent un seuil et un niveau de dommages, le plan Orsec est déclenché aussi. Il a été déclenché dans plusieurs wilayats ces derniers jours en raison de l'ampleur, parce que le déclenchement du plan Orsec donc, dépend de l'ampleur des dégâts, de l'étendue et de l'intensité aussi de l'événement. Et il a été donc déclenché. Alhamdoulilah, donc jusqu'à hier matin à 7h, il n'y avait qu'un seul incendie, et à 15h, tout a été éteint. Et là, nous devons quand même rendre un grand hommage aux agents de la protection civile, mais aussi de la Direction générale des forêts, mais aussi aux militaires et aux citoyens aussi qui se sont mobilisés pour éteindre ces méga-feux, parce qu'on les considère comme étant des méga-feux, durant uniquement 3 jours. Alors, les collectivités locales comprises. Toutes les collectivités locales, parce que, comme je l'ai dit, quand le plan Orsec est déclenché, le plan Orsec est composé de 13 modules. Et chaque module donc, est constitué de tous les moyens humains et matériels mobilisables, qu'ils soient publics ou privés. Mais certains disent que notre plan Orsec n'est pas suffisamment réactif. Il va falloir le revoir et le réactualiser. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question? Comment est-ce que dans le cadre, bien sûr, des réaménagements sur des risques majeurs, vous avez envisagé cet aspect-là? Oui. Une réactualisation de notre plan. D'ailleurs, c'est une instruction de M. le Président lors d'un conseil des ministres récent, lors de l'examen du projet de loi relatif aux risques majeurs. Donc, M. le Président avait demandé de réviser chaque 6 mois les plans Orsec.
Pour les adapter, les réactualiser. Oui, les adapter, les actualiser à la réalité. Avant donc, la durée était de 2 ans. C'est 2 ans pour réviser. Mais le plan Orsec est révisable à tout instant, c'est-à-dire autant que de besoin. Il peut être révisé peut-être chaque mois, il peut être révisé chaque semaine. Pourquoi? Parce que le plan Orsec, comme je l'ai dit, est composé de 13 modules. Chaque module est constitué des moyens humains et matériels mobilisables. Mais est-ce qu'il est adaptable à chaque localité, à chaque wilaya, qui oui. prend en considération ses spécificités? Oui, le plan Orsec, de quoi il est constitué? La première partie, c'est le profil des risques de la wilaya. C'est-à-dire la cartographie des risques. Tous les risques présents dans la wilaya sont cartographiés, avec leur intensité, avec la vulnérabilité, avec la périodicité. Donc toutes les données relatives aux risques sont données dans la première partie du plan Orsec. Ensuite, en fonction de ces risques potentiels dans la wilaya, on active selon le cas. Donc les 13 modules. Et chaque module est constitué des moyens humains et matériels mobilisables, publics et privés. Et c'est là où la nécessité de le réviser et de l'actualiser, de l'adapter à chaque fois que de besoin. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir, par exemple, dans le module travaux publics, dans le module travaux publics, vous avez tous les engins mobilisables, qu'ils soient publics ou privés. Mais ces engins, madame, sont appelés à se déplacer. Parce qu'une entreprise qui est présente dans la wilaya peut être amenée à avoir des marchés dans une autre wilaya. Donc elle déplace son matériel. Et à partir du moment où le matériel est déplacé, instantanément, ce matériel est retiré de la liste pour ne pas compter sur ce matériel, sachant qu'il n'existe pas. Et tout ça, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les plans Orsec sont composés de feuillets sur des pochettes transparentes qu'on peut retirer à tout instant. Ils sont numérisés aussi au niveau national. Donc instantanément, on a la disponibilité des ressources humaines et matérielles au niveau de chaque wilaya. Donc c'est pour ça la révision peut se faire obligatoirement chaque 6 mois, quelles que soient les conditions, mais elle peut se faire autant que de besoin durant toute la durée de validité du plan Orsec. Alors, les feux de forêt, c'est des risques majeurs. Les choses vont s'accentuer encore davantage puisqu'on n'est pas à l'abri. Nous avons vu qu'au niveau de toute notre région, elle est complètement en feu. On a vu l'Italie, on a vu la Grèce, on a vu l'Espagne, on a vu la Tunisie, ce qui se produit actuellement, la France également. Il faut être extrêmement vigilant puisque certains disent qu'avec le réchauffement de la Terre, ça va devenir c'est-à-dire des risques cycliques et réguliers, notamment avec ce phénomène de dôme. Oui, tout à fait, madame. C'est les conséquences maintenant du réchauffement de la Terre directes des changements climatiques. Là, il y a beaucoup je dirais, de courants industriels qui disent oui, mais c'est pas les changements climatiques, c'est de la théorie, là c'est du réel. Donc mais tout le monde a réagi à ce qui se produit actuellement à travers, y compris les Nations Unies. Oui, vous savez, le Canada, pendant un mois, du début mai jusqu'au début juin, plus d'un mois d'incendies qui ne se sont pas arrêtés, c'est des méga-feux qui ont brûlé 10 millions d'hectares, madame, 10 millions d'hectares, c'est-à-dire c'est 2 fois et demi la superficie du couvert végétal algérien, qui est autour de 4 millions d'hectares. Et plus de 300 000 personnes ont été évacuées. L'état d'urgence a été décrété pendant un mois, alors que la température au Canada n'a dépassé que 30 degrés. 30 degrés, c'est-à-dire à partir de 30 degrés, déjà c'est des méga-feux parce que c'est un pays connu de type froid. Maintenant, nous, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'il y a un contexte météorologique mondial de réchauffement. Donc la planète s'est réchauffée. Vous savez, en Algérie, nous avons enregistré plus de 10 degrés par rapport à la moyenne annuelle pendant le mois de juin et juillet. Nous avons enregistré pour la première fois dans l'histoire de la mesure météorologique à Alger, donc une température qui dépasse les 47 degrés. Et d'ailleurs, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie où on a donné l'alerte rouge à Alger.
C'est la première fois dans la mesure. Donc, c'est... L'alerte rouge, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc, Vigilance maximale? maximale, c'est la vague de chaleur donc, qui dépasse toutes les mesures. Donc, c'est le maximum de vigilance qu'il faut mettre. Et bien sûr, avec tout le dispositif qui suit. Donc, c'est une réalité. Donc, bien sûr, avec ce changement climatique, avec ces vagues de chaleur, qui ne vont qu'encourager, que favoriser la propagation des feux de forêt. Je répète qu'en Algérie, les feux de forêt sont d'origine, les causes des feux de forêt sont d'origine humaine, volontaire ou involontaire. Ces paramètres météo ne peuvent que favoriser et, je dirais, aider la propagation des feux. Mais la naissance du feu ne peut être que humaine parce qu'il y a deux causes essentielles, naturelles. C'est les déchets qu'on laisse dans les forêts. C'est la foudre ou c'est le volcan que nous n'avons pas en Algérie. Maintenant, quand on dit oui, les déchets, les bouteilles, mais qui a jeté les bouteilles dans la forêt? C'est l'être humain. Donc c'est pour ça que je dis volontaire ou involontaire. Lorsque c'est volontaire, il s'agit d'un crime. Donc, qui est traité c'est le cas actuellement pour certains et je répète qu'en 2021, il y a plus de 150 arrestations par rapport à ces feux de forêt. Et actuellement, pendant les 3 jours, donc on a aussi, il y a beaucoup d'arrestations de personnes suspectées d'avoir déclenché les feux et qui se sont présentées aux autorités judiciaires. Alors maintenant, est-ce qu'il faut vivre avec ces risques-là, puisque vous dites que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, au niveau de la capitale de certaines régions, nous avons enregistré 10 degrés Celsius de plus par rapport à la normale saisonnière à laquelle nous étions habitués. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, professeur Afra, c'est que nous constatons dans les tableaux de bord de nos véhicules que la température parfois, même au niveau de la capitale Alger, excède les 48 degrés, alors qu'au niveau de notre bulletin météorologique, on arrête à 48 degrés, même au niveau de l'extrême sud du pays. Qu'est-ce qui explique cet écart, professeur Afra? Certains disent c'est pour éviter de recourir à des situations, c'est-à-dire naturelles extrêmes, et bien sûr déclencher la situation, bien sûr, de sinistre. C'est votre réponse? Oui. Non, c'est celle-là? Parce que là, on ne comprend plus ces contradictions. C'est vrai. Entre le tableau de bord des véhicules qui affiche parfois 52 degrés, 53 degrés, même 54 degrés. Dans l'extrême sud, on dit 55 degrés à l'ombre. Oui, c'est ça. Or que là, on parle au niveau de l'Office de la météorologie, dans le bulletin, 47, 48 degrés. On n'excède pas la température des 48 degrés, même à l'extrême sud. Oui, c'est vrai. Parce que alors qu'aux États-Unis, du côté du Texas, ils ont enregistré pour la première fois 50 degrés. Ils l'ont dit. Même en Tunisie, ils ont enregistré 50 degrés. Oui. Ils l'ont dit. Alors, il faut faire la différence entre l'appareil qui mesure, donc qui enregistre selon des conditions et des normes. C'est normalisé, c'est-à-dire la mesure de la température, elle est normalisée dans un espace normalisé. Donc, c'est ce qu'on appelle à l'ombre. Maintenant, quand on est dans le véhicule, vous savez, on peut être dehors, on peut être sous l'ombre, on peut être exposé au soleil. Donc, la température qui est relevée par le thermomètre au niveau du véhicule n'est pas la même température, c'est tout à fait normal. Si vous êtes, par exemple, sous l'ombre ou si vous êtes exposé au soleil, la température n'est pas la même. Mais il prend la température de l'extérieur, pas de l'intérieur du véhicule parce qu'il est climatisé. Oui, il prend la température extérieure. Donc, ce n'est pas les mêmes conditions. Donc, les conditions de mesure ne sont pas les mêmes. Vous savez que la mesure, il faut qu'elle soit normalisée pour que 40 degrés à Alger, quand on mesure 40 degrés, on comprend de la même manière cette mesure dans n'importe quel pays au monde. C'est comme le kilogramme ou le mètre. Quand on parle d'un kilogramme, c'est quoi un kilogramme? Il faut que tout le monde dans le monde comprenne ce que c'est un kilogramme. Il faut qu'on ait la même perception des choses. Donc c'est tout à fait normal de ne pas avoir la même mesure à des endroits différents. D'abord, les conditions de mesure ne sont pas les mêmes, mais aussi le lieu de la mesure n'est pas le même.
C'est tout à fait normal d'avoir, nous avons tous constaté ça. On peut être dans un lieu et il suffit de se déplacer à 1 kilomètre, la mesure elle change et la perception elle change. Donc c'est pas, vous savez, c'est une mesure. La mesure ne peut pas être modifiée. C'est un appareil qui est étalonné selon des normes internationales qui vous donnent la mesure. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Mais comment agir à l'avenir face aux feux de forêt, puisque c'est considéré comme étant risque majeur à la faveur de la nouvelle loi? Qu'est-ce qui est envisagé aujourd'hui? Rapidement, sur la question, Alors, professeur Afra. Que ce soit pour les feux de forêt ou pour tout autre risque concerné, d'abord c'est l'anticipation, c'est la prévention, c'est la préparation, c'est l'alerte précoce. Impliquer la population locale qui vit à proximité des forêts. La population locale et la société civile de manière générale est une partie prenante dans le système de prévention et d'intervention. Et là, comment l'impliquer aujourd'hui? Oui. Comment l'impliquer aujourd'hui? On a vécu des feux par le passé. Oui, tout à fait. Et on les vit aujourd'hui. Et on va les vivre encore à l'avenir. Comment les impliquer? Vous savez, nous avons mis en place, par exemple, des numéros verts pour que le citoyen s'implique. Il suffit juste de donner l'alerte, de communiquer avec le numéro vert pour déjà donner la première alerte. Notamment, quel est le numéro vert qui a été institué? Alors vous avez le 1021 de la protection civile, vous avez le 3031, le 1055 de la gendarmerie, le 1055 de la gendarmerie, vous avez celui de la DGSN, des forêts, de le ministère de l'Intérieur. Ils sont communiqués dans tous les médias. Maintenant, ce qu'on veut rajouter à ça, c'est la photo. C'est-à-dire, en plus de l'alerte vocale, donc si c'est possible de donner la photo, et là, à partir de la photo, maintenant, pratiquement tous les téléphones portables disposent de caméras. Donc, il suffit de prendre une photo du lieu pour une meilleure localisation géographique du site. Donc, le citoyen est une partie prenante de la prévention, mais aussi de l'intervention. Même au niveau intervention, donc on a vu la société civile, comment elle s'est mobilisée, donc à travers un élan de solidarité très agréable. Mais est-ce qu'il faut la former pour les premiers gestes à adopter en cas de déclenchement, bien sûr, des feux? Parce que dans cet élan de solidarité, on oublie entre-temps qu'on est en train d'inhaler du CO2. Tout à fait. Il faut se mouiller régulièrement, par exemple, pour ne pas prendre feu. La protection civile donc, a initié un programme de formation et on est pratiquement à 30 000 agents formés, bénévoles, donc au feu de forêt. Donc pour revenir, c'est beaucoup plus la phase pré-événement, donc prévention, préparation, anticipation, alerte précoce, et ensuite on passe à l'intervention. Et là, l'intervention, l'efficacité de l'intervention. Et rendre obligatoire, bien sûr, la CatNat au niveau transfert de risque. Oui, le transfert de risque. Et la dernière phase, madame, qui est très importante, c'est la phase de relèvement. C'est-à-dire, après une catastrophe, post-catastrophe, nous devons nous asseoir pour tirer les conclusions, tirer les enseignements, voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour se relever et reconstruire au mieux et revenir à la situation d'avant au mieux en tirant les enseignements nécessaires. Mais est-ce qu'on tire réellement les enseignements de nos expériences malheureuses antérieures? Puisqu'en 2001, on a vécu aussi une situation beaucoup plus dramatique par rapport aux feux de forêt. Oui, moi je vous dis, c'est la nouvelle stratégie qui a institué cette nouvelle vision. Cette nouvelle vision, oui, qui n'existait pas avant. Donc la phase de relèvement n'existait pas dans l'ancienne stratégie et nous l'avons instituée maintenant comme étant une partie intégrante du système de gestion des risques de catastrophe. Mais nous avons vu aussi qu'il y a des moyens technologiques aujourd'hui qui permettent aussi de prévenir contre les feux de forêt. Le président de la République a instruit, bien sûr, l'exécutif à mettre en place
tous ces moyens, comme par exemple l'utilisation des drones par les forestiers et également par les agents de la protection civile, déployer des caméras thermiques pour pouvoir un peu capter le déclenchement des feux, utiliser, même si c'est le cas actuellement, les satellites pour surveillance de nos massifs forestiers. Or qu'il y a un léger retard dans l'application de ces directives. Quelle est votre réponse justement pour l'acquisition des caméras thermiques et bien sûr les drones de surveillance? Oui, c'est en cours. On n'est pas suffisamment réactif. On prend l'administration accuse question, beaucoup de retard pour agir et réagir. Vous savez, la question des drones, nous l'avons déjà initiée depuis maintenant 2 ans, dans le cadre d'un projet de recherche avec le Centre de recherche en technologie industrielle, relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La recherche scientifique, nous avons très bien avancé. Le premier prototype est déjà prêt. Le premier prototype de drone de surveillance des feux de forêt, il est prêt. Mais il n'est pas déployé. Oui, pour le déployer, vous savez, la recherche s'occupe du prototype et du projet pilote. Maintenant, il faut le démultiplier à travers donc le réseau industriel. Les caméras thermiques, c'est la même chose. Les capteurs de CO2, c'est la même chose. Donc les satellites, c'est la même chose. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est maintenant il faut aller vers l'alerte précoce et l'anticipation. Donc à travers l'utilisation de ces moyens technologiques modernes qui permettent de vous donner l'alerte instantanément. Et nous sommes actuellement au niveau du ministère de l'Intérieur, donc nous avons inscrit une opération pour mettre en place une plateforme numérique de gestion en temps réel de ces événements, que ce soit en pré-événement ou pendant la gestion de crise, en utilisant justement tous ces moyens d'alerte technologique, que ce soit des aéronefs sans pilote à bord, que ce soit des caméras thermiques ou des capteurs thermiques ou autres satellites. Alors je voudrais revenir sur une question un peu importante. Nous avons vu aujourd'hui le déploiement des forces de sécurité pour la maîtrise de feu. Ils ont travaillé bien sûr conjointement avec la population locale, les collectivités locales qui ont été extrêmement réactifs, il faut le reconnaître, pour la protection civile, et les agents de du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales avec tous ces démembrements. Même le ministre de l'Intérieur s'est déplacé à l'intérieur du pays pour s'enquérir de la situation. Il sera certainement aujourd'hui au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou pour aller voir sur le terrain et concrètement comment se font aussi les opérations d'indemnisation, de réparation et aussi consolation de la population. C'est important puisque l'apport psychologique est très important dans ce type de situation. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans cette révision globale que nous sommes en train d'engager, de faire adhérer la DGF, la Direction Générale des Forêts, au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, Monsieur Afra? Est-ce qu'il faudrait aussi les appliquer, puisque nous avons vu que la lutte contre les feux est devenue aujourd'hui à la fois un acte de sécurité nationale et parfois ça peut aussi être un acte criminel, comme c'est le cas actuellement pour les personnes qui ont été arrêtées, qui vont être dirigées vers le tribunal pénal pour être bien sûr jugées. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question pour mutualiser les actions, pour qu'il n'y ait pas déperdition entre tel ou tel département et qu'il y ait plus de réactivité? Tout à fait. Actuellement, lors de ces derniers événements, et bien avant, comme je l'ai dit déjà au début du mois de mai, nous avons tenu des réunions conjointes avec nos collègues de la Défense nationale, de la DGSN et aussi de la Direction générale des forêts avec le ministère de l'Agriculture. Et nous avons institué un commandement unifié. Et où nous avons vu la coordination. Mais il faut aller au-delà du commandement. La coordination qui s'est opérée au niveau notamment de l'utilisation des moyens aériens qui ont été d'une efficacité très très intéressante. Et nos pilotes ont pris beaucoup de risques puisque nous avons vu un bombardier au niveau de la France qui a craché parce que les flammes étaient très importantes et le vent également. Au Canada, il y a eu plus de 3 pilotes décédés au niveau de l'Alberta, de l'État de l'Alberta lors du mois de juin dernier. Donc effectivement, les risques majeurs étant bien sûr centralisés au niveau de l'intérieur. Centralisés au niveau de l'intérieur, mais
tous les secteurs sont pratiquement concernés. Donc jusqu'à maintenant, c'est dans le cadre de la coordination intersectorielle que s'opèrent toutes les actions. Professeur Hamid Afra, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et un bon week-end. Merci à vous.